chaîne des métiers du numérique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le métier de développeur de logiciels. Avec nous, Tilian, professeur au collège de Bouchain. Il est allé avec un petit groupe d'élèves à la rencontre de Guillaume Renard, développeur de logiciels. Tilian, bonjour. Bonjour. En effet, je me suis rendu avec quelques élèves chez Soprasteria. Soprasteria est une entreprise de la transformation numérique. Elle accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Regardons le reportage que votre équipe a réalisé. Nous nous trouvons devant l'entreprise Soprasteria. Nous allons d'abord y rencontrer M. Olivier Luxac. Il est responsable du pôle innovation. Nous rencontrerons aussi Julie Rouget, DRH, responsable recrutement. Pour terminer, Guillaume Renard, ingénieur d'études et développement, développeur de logiciels. Allons-y. Alors, bienvenue chez Soprasteria. Alors, on est un groupe français, encore indépendant, qui a été créé en 69, et on adresse une activité de conseil et d'ingénierie informatique. Ce qu'on fait, nous, on fait des développements logiciels assez innovants pour les grands clients, d'accord, du marché, d'une façon générale, quelle que soit l'industrie. Des grandes banques, des grands retailers comme Leroy Merlin, comme Auchan, c'est des choses que vous connaissez, des transporteurs, la SNCF, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire, des grands industriels comme ArcelorMittal, je ne sais pas si vous connaissez, ça vous parle peut-être un petit peu moins, tout ça. Enfin, en tout cas pour les grandes entreprises, d'accord. Donc on a des équipes, ici sur l'île on est 1200 au niveau de notre agence, d'accord, notre grande agence, et dans le groupe on doit être 38 000, okay, avec principalement une présence en France et en Europe, hein, Angleterre, Espagne, Italie pour les pays les plus importants. Voilà, donc c'est ce qu'on fait, des développements, du conseil et des développements autour des systèmes d'information, enfin des logiciels informatiques, d'accord. Et on travaille sur des disciplines assez diverses. On travaille sur des sujets très forts en innovation, comme la réalité virtuelle, comme de l'intelligence artificielle, comme de la mobilité, mais aussi sur des activités un petit peu moins exotiques que celles-ci, comme des développements logiciels un peu plus standards. Donc, alors je vais vous donner des langages, mais ça ne va pas trop vous parler, comme des développements COBOL, qui sont des développements sur des vieilles technologies, mais qui sont encore fortement utilisés par certains de nos clients, comme les grandes banques. Ok ? Donc voilà, donc le quotidien, Guillaume va vous expliquer un petit peu notre quotidien. Notre quotidien, c'est travailler en équipe, ici ou chez nos clients, pour faire ces solutions informatiques, et puis interagir beaucoup avec nos clients, okay, pour vraiment bien comprendre ce qu'ils ont envie de faire, et puis pour qu'on réalise les développements, les applications qui leur conviennent. Okay, donc on fait des applications de type e-commerce, le site internet, je prends un site internet boulanger par exemple, ça c'est des choses qu'on pourrait faire. Les sites de recherche, quand tu veux rechercher un train, un horaire de train à la SNCF, c'est nous. Les panneaux dans les gares qui affichent les heures d'arrivée, de départ des différents trains, voilà, c'est nous qui travaillons aussi là-dessus, par exemple. D'accord ? Quand votre maman va chercher de l'argent, c'est les guichets, les guichets automatiques. Voilà, pour avoir de l'argent. Ouais. Alors, on fait des applications informatiques qui sont... Il y en a certaines qui sont visibles et d'autres pas visibles. Donc invisibles. Okay. Donc dans les visibles, c'est ce qui va être ce qu'on va appeler des applications web. Donc ce que vous allez voir quand vous allez surfer sur le web. Des applications, ce qu'on appelle marchandes, de e-commerce. Donc c'est des applications de vente en ligne. On a travaillé pour 3 Suisses, on a travaillé pour La Redoute. D'accord. Donc quand vous allez sur un site internet, typiquement c'est le genre de site qu'on peut réaliser. Okay. Donc ça c'est du visible pour vous. Quand vous allez en caisse, alors c'est pas vous, c'est votre maman, votre papa, parce que votre argent de poche, vous avez intérêt à garder. Si tu vas chez Zara, c'est chez qui vous allez d'ailleurs avec chez quel Jennifer. Chez Jennifer ou chez H&M, par exemple. À un moment donné, vous allez payer avec une solution, une caisse, là, où il y a plein de boutons, etc. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est la partie visible. Puis après, il y a les développements qu'on fait sur les applications informatiques, mais qui ne sont pas visibles, et qui permettent à une entreprise de fonctionner. Exemple, tous les salariés d'une entreprise sont payés, ils ont un salaire, ils gagnent de l'argent, tout ça, c'est calculé, c'est envoyé, il y a de l'émission de papier parce qu'on reçoit un bulletin de paye, tout ça, c'est géré par des programmes informatiques, mais qui ne sont pas visibles. D'accord ? Voilà, donc
il y a des développements qui sont visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Voilà. Quand par exemple un magasin, vous prenez du Banania ou du Benko le matin? Banania, comme les enfants. Banania ou Benko. Bah, par exemple, pour savoir dans un magasin, plutôt pour s'assurer que dans un magasin, que dans le rayon, il n'y ait pas de manque de Benko ou de Banania, parce que c'est important qu'il y a du débit tous les jours, de 10 à 15 boîtes par jour, et que surtout il ne faut pas qu'il en manque, eh ben, il y a pas mal de programmes informatiques qui s'assurent que on va chercher les bonnes quantités chez le fabricant de Banania, que c'est bien acheminé avec les bons transports jusqu'aux entrepôts de chez Auchan, si vous allez chez Auchan, et qu'ensuite c'est bien mis en rayon avec la bonne quantité au même rythme. Donc ça, c'est des programmes informatiques qui gèrent tout ça, mais que vous ne voyez pas. Voilà. Donc typiquement, il y a plein de choses dans le quotidien qui font en sorte que dans une entreprise, bah, ça fonctionne, mais ça fonctionne surtout grâce à des programmes informatiques. On fait plein de belles choses très sympas, on rencontre plein de personnes, et ça c'est aussi l'attrait de notre métier, c'est qu'on n'est pas juste devant un ordinateur. Guillaume l'expliquera, on est en équipe, on travaille avec des gens, donc il y a un côté relationnel qui est très fort. Et puis notre matière première, c'est les gens, c'est les humains, c'est les garçons, c'est les filles qui travaillent dans l'entreprise, hein, parce qu'au-delà du langage informatique, ce qu'on attend de nos collaborateurs, de nos employés, c'est de l'intelligence, c'est de la compréhension, c'est du relationnel. Donc le côté humain est très important. Ok ? En quoi consiste votre métier? Alors, bonjour, moi je m'appelle Guillaume Renard déjà. Je suis en fait à Sopra Steria depuis, on va dire depuis septembre 2014, donc depuis bientôt presque 2 ans et demi. Mon métier en fait c'est développeur. Alors développeur, parce qu'informaticien c'est un domaine qui est extrêmement large. Alors, informaticien ça va de celui qui répare les ordinateurs, ça va aussi de celui qui va les installer, mais c'est aussi celui qui va le développer. C'est celui qui va faire du support sur les logiciels que vous utilisez tous les jours. Donc c'est très très large. Et moi, en fait, je fais partie de la catégorie des développeurs. Donc qu'est-ce que c'est que le développeur? En fait, c'est celui qui va créer les logiciels. Donc qui va les concevoir, qui va qui va mettre les petites pièces pour les assembler. Et après, qui va faire en sorte que ces logiciels, ils fonctionnent, pour que vous puissiez les utiliser. Quelles sont les tâches les plus fréquentes et les moins fréquentes? Alors les plus fréquentes, c'est le développement. Mais le développement en fait ça comprend pas mal de tâches qui sont par exemple l'architecture. Alors en fait, cherchez beaucoup une analogie qui permet de comparer en fait le développement de logiciel à quelque chose que vous connaissez peut-être un peu plus, même si ça paraît un peu abstrait. C'est par exemple la construction d'une maison. Alors, pour construire une maison, en fait, on va pas le développeur, il va construire le logiciel. Le maçon, celui qui va construire sa maison, il ne va pas aller directement mettre le mur. Il va d'abord la dessiner en fait. Il va dessiner, tiens, je veux que ma maison elle ait 3 fenêtres et une grande porte. Du coup, en fait, comme un développeur, quand il arrive sur un logiciel, sur un besoin, il va aller dessiner son logiciel. Donc il va dessiner ses murs, il va dessiner ses fenêtres. Et quand il va faire ça, il va faire en sorte que la demande qui a été faite, elle correspond à la taille de ses murs, la taille de ses fenêtres. Ce qu'on appelle en fait la partie conception. Donc du coup, ça c'est une des tâches, c'est une des choses que je fais. Ensuite, une fois qu'il a dessiné ses fenêtres et ses murs, on va lui demander de peut-être dire est-ce que je veux des briques, ou est-ce que je veux du ciment, est-ce que je veux du plâtre, qu'est-ce que je veux pour faire mes murs et mes fenêtres. Comme moi je choisis, on va dessiner, nous, une fois avoir dessiné la partie conception, on va faire l'architecture. C'est-à-dire on va prendre de la brique et on va prendre peut-être des fenêtres en forme de triangle. Voilà, c'est la partie architecture, c'est la partie qui va, en fait, ça va être la base technique qui va permettre de supporter l'application. Et ensuite, comme sur une maison, en fait, on va aller construire les murs et du coup on va empiler les briques, on va commencer à mettre du placo et à faire la peinture. Après, c'est le développement. Et j'aime bien penser le développement comme un artisan, en fait. C'est vraiment un métier d'artisan. Pouvez-vous nous raconter une journée type de travail du matin au soir? Alors, en fait, là, je travaille, moi, dans la cellule innovation, et c'est justement, après, ça va être une question, je crois, j'aime bien travailler à cet endroit-là, parce qu'on n'a pas vraiment de journée type. C'est vraiment un métier où on fait beaucoup de choses, mais si je devrais essayer de définir un emploi du temps, ça serait déjà le matin, quand on arrive, on rencontre les collègues, et on essaye de voir qu'est-ce qu'on a fait la veille, et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui.
parce que c'est important en fait, de synchroniser, de savoir ce que fait ses collègues à côté, parce qu'on travaille sur le même projet. Comme tout à l'heure sur la maison, bon, on est plusieurs maçons sur la même maison, donc du coup on est plusieurs développeurs sur un même logiciel. Du coup on essaie de savoir qu'est-ce qu'ils ont pu faire la veille et qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ce qui permet en fait du coup de, s'il y a des points bloquants, s'il y a des difficultés, peut-être que la personne elle a du mal à faire un point du logiciel, par contre on va monter la fenêtre, peut-être se mettre à deux et le faire ensemble. Ou alors de l'aider à un moment donné, ou alors pourquoi pas, tiens laisse-moi cette fenêtre, je vais la faire. Et il fait autre chose. Ce qui permet en fait d'avancer le plus rapidement possible. Donc ça c'est ce qu'on appelle le daily meeting, en fait c'est le matin. Ensuite ce qu'on essaie de faire, ça c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place le plus possible, c'est de s'occuper parce que voilà, on est sur beaucoup de projets en même temps. Et du coup, on essaye de garder le temps, en fait, de pointer, en fait, de savoir sur quoi on a travaillé la veille. Donc du coup, on va mettre sur une feuille sur quoi on a travaillé la veille, sur quel projet on a travaillé. Parce que sinon, on a parfois 3 projets en même temps, donc 3 maisons à construire en même temps, donc il faut un peu se rappeler de tout ce qu'on a fait, ça peut être très dur. Donc on essaye de noter ce qu'on a fait la veille, et ensuite on va commencer à travailler. Donc à soit développer, soit si on voit que si on a une nouvelle tâche à faire, on va essayer pourquoi pas de repasser sur les phases de conception d'architecture. Donc revoir sur la partie est-ce que c'est bien dessiné, est-ce que la fenêtre elle fait bien cette taille-là, avant de commencer, pour éviter justement après de l'avoir fait et de se rendre compte à la fin que non, en fait elle n'est pas droite ta fenêtre. Et après c'est vrai qu'on est assez demandé, donc on a pas mal de contacts à répondre pour des emails, des sollicitations, des supports, parce que c'est vrai que le développeur, et surtout à Sopra Steria, en fait, c'est pas forcément celui qui va faire toute sa journée devant son ordinateur, c'est aussi celui qui va participer à des rendez-vous, pour animer par contre, ou co-animer des ateliers. Alors, je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, mais parfois il y a des demandes qui peuvent être émises par exemple des ressources humaines, ou des clients qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, et du coup nous on va les aider, vu qu'on a le côté un peu maçonnerie, on va les aider à trouver ce qu'ils veulent. On fait beaucoup de présentations, et du coup on a beaucoup de supports à préparer. Et ça prend pas mal de temps. Donc le développeur, c'est vraiment... c'est informaticien, j'ai horreur de ce mot-là. Mais c'est vrai que c'est un mot très très large et le développeur aussi, il fait pas mal de choses. C'est pas juste celui qui est derrière son ordinateur avec ses petites lunettes qui tape sur son clavier. C'est pas comme le terme geek, où j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'en français il est très péjoratif. Un développeur, c'est aussi un geek. Quelles sont les qualités personnelles nécessaires pour faire ce travail? Les qualités. Il y en a pas mal en fait. Il y en a pas mal, mais ça reste... en fait, un développeur, c'est un travail qui est assez logique, enfin très logique. Et du coup, parce que c'est basé sur les mathématiques, il faut raisonner tout le temps, et il faut apprendre. Parce qu'on est constamment... Enfin, c'est pas quelque chose, on va pas arriver le matin et on va dire, tiens, je sais comment on va faire. Je sais tout, je le fais 100 fois par jour, du coup, voilà, je le fais les yeux fermés. C'est pas du tout ça. Au contraire, c'est quelque chose que tu remets toujours en question. Et donc du coup, il faut être capable d'apprendre. Il faut être logique, il faut être rigoureux. Parce que si on commence à construire une maison et qu'on se rend compte 2 semaines après que en fait, le mur il est bien, la porte elle est bien, on peut l'ouvrir 2 fois par jour, mais si on l'ouvre 3 fois, elle casse. Voilà, c'est le genre de truc qui peut arriver, ça arrive très régulièrement, mais c'est des choses sur lesquelles il faut penser. On va rajouter, il faut être curieux. Ouais, curieux, c'est ça. Parce qu'on est dans un monde qui évolue vite. Les technologies, elles évoluent très très rapidement. Et donc il faut être non seulement curieux pour découvrir des nouvelles choses, pour quelque part créer de la nouveauté dans les propositions, dans les services qu'on va proposer à nos clients. Et puis il faut surtout être aussi adaptable, c'est-à-dire que il faut savoir s'adapter aux nouvelles technologies, il faut savoir s'adapter en tout cas aux différents types de clients qu'on peut avoir, puisque nous on travaille, vous l'avez dit tout à l'heure, pour des grandes entreprises. Toutes les entreprises ne fonctionnent pas de la même manière, donc il faut être capable de s'adapter, d'accord, à l'environnement dans lequel tu vas travailler. L'environnement, c'est les personnes avec qui tu vas travailler dans ton quotidien, plus le client avec qui tu vas interagir, qui n'a peut-être pas les mêmes façons de faire que le client avec lequel tu as travaillé hier ou celui que tu travailleras avec pour demain. Okay, donc il y a effectivement la partie rigueur, il y a le côté logique, il y a le côté adaptabilité et la partie curiosité. Je pense que c'est vraiment les 4 composantes importantes qu'il faut pour pouvoir, on va dire, s'épanouir dans nos activités. Alors, après
après le bac, donc au niveau du bac, c'est tout ce qui est scientifique. En tout cas, c'est plus facile quand on est issu d'un bac scientifique. Vous partez soit sur tout ce qui est école d'ingénieur, donc pour faire une licence. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions de licence. Licence, master. En fait, licence, ça va être 3 ans après le bac. Master, c'est encore 2 ans, donc en tout, ça fait 5 ans. Donc ça, c'est la première filière, donc universitaire. Et ensuite, vous avez la partie où vous faites une classe préparatoire pour intégrer une école d'ingénieur. Donc le tout, c'est pareil, vous serez diplômé au bout des années, donc ça vous fera un bac plus 5. Généralement, c'est plus des écoles d'informatique, donc voilà, on en a plein sur la région, et finalement, ça vous apprend, ces écoles vous apprennent, ça vous apprend à apprendre, parce que avant tout un langage, donc ça je vais plus dans ton domaine, mais c'est comprendre, c'est un raisonnement, et finalement, si on comprend le mode de fonctionnement du langage informatique, on est capable d'en apprendre d'autres. Donc il faut vraiment être capable d'apprendre. Avoir choisi ce métier. En fait, moi, j'ai un parcours particulier parce que j'ai fait mes études. Au début, j'ai fait du droit, et après, j'ai fait de l'économie. Et après, je suis parti sur l'informatique. Mais donc, du coup, j'ai eu du mal à me trouver. Mais pourquoi? Parce que j'ai toujours été passionné par tout ce qui est technologie. Et parce que j'ai toujours aimé essayer de comprendre comment ça marche, comment les choses fonctionnent. Et du coup, le développement, c'est un peu la base en fait, de l'informatique. Et du coup, j'ai essayé de combiner les deux. Et ça m'a plu. Donc, c'est vraiment par intérêt, en fait. Quel est votre contexte de travail, seul ou en équipe, le lien avec la hiérarchie? Alors, dans mon sens, moi on a dans l'innovation un contact assez spécial peut-être. Pas dans le sens, à Soprasteria, on a toujours des très petites équipes qui travaillent ensemble. Et du coup, nous on a une petite équipe, mais on est au contact direct de la hiérarchie. On n'a pas vraiment, ça je pense que c'est une des chances aussi, pourquoi ça fonctionne bien. C'est parce qu'on n'a pas de filtre. En fait, entre les personnes qui demandent et les personnes qui font. Il n'y a personne qui fait une sorte de, on va pas dire proxy, mais il y a personne qui fait le filtre entre les deux. Donc en fait, la communication est directe. Donc voilà, donc c'est vraiment des petites équipes où c'est pour ça qu'on s'entend très bien et qu'il y a beaucoup de communication. Et la hiérarchie, elle est directe. Dans nos activités, il y a plusieurs cas de figure. Soit on peut travailler en équipe, c'est-à-dire que des équipes qui sont plus ou moins grandes, ça peut aller, quand je parle d'équipes, donc de 2 à des équipes qui peuvent être de 50, 60, 70 personnes, ça existe aussi, qui travaillent donc sur des très gros projets. Donc ça c'est une première configuration, et donc les 3/4 du temps, ce type d'équipes se font dans nos locaux, d'accord. Donc les équipes sont ici dans nos bâtiments, concrètement, elles travaillent d'ici. Okay. Et puis après on peut être amené aussi à travailler seul, entre guillemets, chez nos clients. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut intervenir dans les équipes informatiques de nos clients. Okay. Par exemple, je vais vous donner un exemple, on a un client pas loin qui est ADO Leroy Merlin. Ils ont un gros service informatique, c'est un client de Soprasteria depuis longtemps, et on a des gens de Soprasteria, des collaborateurs, des ingénieurs informatiques, logiciels, qui travaillent dans leurs équipes. D'accord. Voilà, donc là, ils sont dans les projets directs du client. Donc ça, c'est aussi un cas de figure qu'on peut rencontrer. Et puis d'une façon générale, le rapport à la hiérarchie, il est assez court dans les entreprises comme la nôtre. C'est-à-dire, quand je parle de court, c'est que chaque ingénieur logiciel a un chef de projet, et ensuite il y a un manager, mais on ne va pas retrouver la même complexité qu'on pourrait retrouver dans d'autres industries où il y a des niveaux hiérarchiques très importants, très successifs, etc. Donc on est, je ne sais pas si c'est pour vous, ça vous parle, c'est assez simple si vous voulez, la proximité du chef de projet, du supérieur hiérarchique, elle est très palpable, et le chef de projet est quelqu'un d'aussi très opérationnel. Donc c'est-à-dire qu'il partage le quotidien des ingénieurs de développement, donc il connaît le projet, il est présent, il est accessible rapidement. Okay. C'est vrai qu'on tend de plus en plus dans les équipes de projet à réduire encore ces liens-là. Que ce soit justement, ça c'est des méthodes de projet qui sont en vogue en ce moment, où c'est l'équipe de développement qui est en contact direct avec le client. Et il n'y a plus du coup, il y a quelqu'un qui est une sorte de médiateur qui est chargé de cette bonne relation. Voilà. Et ça, on entend beaucoup parler, c'est l'agilité, et c'est quelque chose sur lequel on tend aussi, pour justement réduire ces différents paliers qui peuvent exister. Oui, alors
réalité, il y a deux types de personnes avec qui on échange dans le quotidien. Pendant la phase où on développe le programme informatique, donc pendant qu'on le construit, d'accord, pour faire la similitude, pendant qu'on construit la maison, nos interlocuteurs sont les informaticiens de nos clients. Donc ce sont des informaticiens qui sont nos clients, qui vont quelque part nous aiguiller sur la construction de notre développement logiciel. Et puis une fois que le développement il est terminé, d'accord, l'application terminée, on va la mettre à disposition des acteurs métiers de nos clients. Donc c'est-à-dire que ça va être les utilisateurs finaux de l'application. Et eux vont tester pas la partie technique, ils vont regarder est-ce que l'application informatique elle répond bien à mon besoin. Donc là on parle des directions métiers. Ça peut être des directions commerciales, ça peut être des directions marketing, ça peut être des directions logistiques, etc. Donc on a deux types d'interlocuteurs, d'accord, pendant la vie, si je fais une synthèse, pendant la vie de nos projets. Plutôt des acteurs informaticiens pendant la construction des applications et plutôt des interlocuteurs métiers une fois que c'est terminé pour quelque part valider que ce qu'on a fait est bien fait. Qu'est-ce qui me plaît le plus? C'est apprendre. C'est tous les jours apprendre. C'est tous les jours, voilà, quand on développe quelque chose, on se remet en question, et c'est toujours de comprendre et de savoir est-ce que je l'ai fait de la meilleure façon possible. Donc c'est cette remise en question que j'aime bien, et c'est en fait quand on construit quelque chose, on aime bien le voir après alors on peut palper en fait ce qu'on est en train de faire. Après on peut l'utiliser. C'est ça aussi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et ensuite c'est être au contact de tout le monde, quoi. Comme on parlait tout à l'heure, il y a plein de métiers différents à Sopra Steria. Ça va du commerce, ça va du conseil, ça va du développement, et du coup on parle avec tout le monde et on est tous d'horizons différents. Et du coup on en apprend tout le temps, à ce niveau-là aussi. Ce que j'aime le moins, dans mon métier, c'est plus, là ça va être un peu plus, c'est peut-être, c'est pas Sopra Steria, c'est plus français. C'est peut-être que, quand je parlais tout à l'heure qu'on est un peu des artisans, c'est peut-être un peu ce manque de reconnaissance au niveau de l'artisanat qu'on fait. Infini. Pour moi c'est infini. Pour moi c'est infini dans le sens où, quand tu es développeur, tu crées quelque chose. Tu peux créer ce que tu veux. Tu peux créer ce que tu veux. Demain tu as une idée, Facebook. Voilà. Demain une voiture qui avance toute seule, tu peux le créer si tu veux. C'est infini. On sait comment faire, on sait comment créer quelque chose, et du coup on peut faire ce qu'on veut. Après c'est vrai que si demain on crée, on doit savoir aussi connaître comment vendre ce qu'on est capable de faire. Ça peut être aussi du commerce. Si on sait faire quelque chose, on doit aussi être capable de conseiller les gens. Tiens, demain je sais faire un blog, je sais développer un blog, je peux vous conseiller pour comment faire votre blog. Quel blog choisir, comment attirer les gens dessus, quelle couleur il faut choisir pour attirer l'œil dans un endroit. Qu'est-ce qui est à la mode en fait dans les techniques de développement, dans le sens où peut-être que le bouton qui est carré, un bouton rectangle, c'est mieux qu'un bouton carré. Et nous on sait pourquoi. Parce qu'on s'intéresse aussi au comportement des utilisateurs. Voilà, c'est vraiment... Non, moi ce que je veux dire c'est que c'est vraiment un métier qui est infini. On peut faire ce qu'on veut. Alors est-ce que ta question c'était aussi, derrière l'évolution, c'est quel type de métier tu peux réaliser? C'est ça? En tout cas chez Sopra, on est-ce que c'est ça la question? Différents métiers. Parce que quand tu rentres dans l'entreprise, tu as une première activité qui est l'activité la plus générale, qui est celle d'activité de développement, d'accord, l'ingénieur-développeur. Et en fur et à mesure de l'expérience, il y a effectivement tout un nombre important d'autres métiers accessibles, d'accord, en termes d'évolution dans l'entreprise, que je pourrais citer. On peut évoluer sur des activités plutôt orientées métiers. Donc là, on va appeler ça plutôt des activités de type conseil, consultant logistique, c'est-à-dire que je deviens un expert, par exemple, de la gestion de l'entrepôt. C'est-à-dire que je suis capable d'aller parler avec des directeurs logistiques de nos clients sur leurs besoins métiers, de les challenger, de discuter avec eux avec le bon langage d'experts. D'accord ? On peut évoluer sur des activités plutôt technologiques, techniques. C'est un peu ce que Guillaume a évoqué comme la notion d'architecte. Donc je suis un architecte technique, c'est-à-dire que je suis un expert de la construction de ce type de projet ou de ce type d'application.
Et donc j'ai vraiment l'expertise parce que j'ai rencontré dans ma carrière plein de clients différents sur ce type de construction. Et donc j'ai une vraie expertise. Et puis on a des filières, des activités qui sont plutôt orientées management, commerce. Donc la notion de chef de projet, c'est-à-dire que voilà, j'ai une activité de chef de projet. Donc c'est-à-dire que je suis une chef d'orchestre pour quelque part animer toute l'équipe de développeurs, toute l'équipe d'analyse, toute l'équipe d'architectes qui construisent la solution informatique. Donc ce sont ce qu'on appelle des chefs de projet, hein. C'est eux qui donnent la ligne directrice et qui s'assurent du bon avancement du projet. Et puis après, tu as des activités de type commerce pour aller vendre nos solutions. Enfin, c'est des activités commerciales, hein, classiques. Aller vendre nos solutions, dire que Soprasteria, ce sont les meilleurs, qu'on a les meilleures offres, et entretenir leur relation avec nos clients. D'accord ? Donc voilà, donc il y a toute une multitude, si vous voulez, de métiers différents en termes d'évolution. Et il y a aussi le métier de développement, hein, qui en lui-même peut être quelque part quelque chose de pérenne et de suffisamment évolutif pour devenir un expert. D'accord ? C'est-à-dire que le développeur passe du stade de développeur à expert. Je suis un expert du développement de l'application ou de telle technologie. Okay ? Et donc ça se construit grâce à l'expérience, grâce au savoir-faire, etc. Okay ? Voilà, donc différents métiers possibles au sein de nos entreprises. Quelle est la situation de l'emploi dans votre métier actuellement ? Il y a énormément d'opportunités dans le domaine de l'informatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous recherchez un stage ou une alternance, il y a toutes les entreprises dans l'informatique qui sont prêtes à vous prendre. Et une fois que vous êtes diplômé, vous avez énormément d'opportunités. On est très demandeur, on recherche beaucoup d'ingénieurs en informatique. Donc voilà, si dans quelques années, vous avez vous aussi cette sensibilité et cette envie d'apprendre et de créer, n'hésitez pas parce que c'est très porteur et il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Depuis à peu près 20-30 ans, la part de l'informatique dans les grandes entreprises s'est vraiment très très fortement développée. Donc nos métiers sont en pleine croissance. En plus, ce qu'on peut se dire en termes de perspective, c'est que ça continue. On se rend compte que de jour en jour, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouvelles méthodes, etc. On parle aujourd'hui de réalité virtuelle, on voit tout le monde avec des casques, on parle de drones, etc. Enfin, donc il y a plein de nouveaux usages qui se créent et nos clients se disent « Ouais, chouette, j'ai envie de développer ceci, tiens, est-ce que ça peut me servir ?» Et donc nous, on est là pour mettre tout ça en musique. Donc on a la chance, et ça faut se le dire, on a la chance d'être dans un secteur d'activité qui se porte bien, c'est-à-dire où il y a du travail, mais au-delà du travail, il y a des choses intéressantes. D'accord ? Parce qu'on peut avoir du travail et ça peut ne pas être intéressant, mais non seulement là il y a du travail, mais c'est en perpétuel renouvellement. D'accord ? C'est bousculé dans le bon sens du terme. Il y a toujours des choses nouvelles et intéressantes à faire. Voilà. Donc grandissez vite. Et n'hésitez pas, c'est pas parce que vous êtes des filles, il ne faut pas croire que c'est réservé qu'aux garçons. Alors c'est hyper important ce que tu dis. C'est ouvert aux filles, il y a des filles aussi sur nos projets qui évoluent très très bien, donc ne pensez pas que c'est un secteur d'activité privilégié des garçons, pas du tout. Non, parce qu'il y a aussi un côté relationnel vachement important. Vous travaillez en équipe, vous travaillez avec des gens, comme le disait Guillaume tout à l'heure, vous n'êtes pas tout seul devant un écran d'ordinateur. Et ça, vous les filles, ce qui est bien, c'est que ce côté relationnel, vous l'avez beaucoup plus que peuvent l'avoir certains garçons. Et pour nos métiers, c'est important parce qu'on est avant tout dans un métier, en tout cas d'humain encore. C'est-à-dire que les boîtes comme les nôtres, c'est 38 000 personnes. Et c'est 38 000 personnes qui travaillent ensemble et avec nos clients. Donc on a besoin de cet aspect relation qui est fondamental. D'ailleurs, on aurait pu le mettre tout à l'heure dans les critères importants, je crois qu'on l'a oublié d'ailleurs, le côté relationnel est fondamental. Okay. Le point fort de votre reportage est que les professionnels ont utilisé un vocabulaire adapté à un jeune public. C'est vrai qu'ils ont souvent comparé le métier de développeur de logiciels avec les métiers du bâtiment, de manière à ce que le plus grand nombre puisse comprendre en quoi consiste ce métier. Une question du public peut-être ? Quel matériel Guillaume Renard utilise-t-il ? Comme matériel, Guillaume a tout simplement un ordinateur portable. Quel logiciel utilise-t-il ?
Il utilise comme logiciel Windows 7.8.10. Pour le développement WebStorm et Microsoft Visual Studio, des logiciels Soprasteria de gestion de projets et ressources humaines. Il y a beaucoup de vocabulaire technique, d'où l'importance de bien parler anglais. On a fait un petit lexique que vous pouvez trouver sur notre site, à l'adresse ci-dessous. Tilian, merci pour ce reportage, de votre visite. Merci de m'avoir invité. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau métier du numérique.